Donc cette vidéo va vous présenter les deux phases de la photosynthèse en s'appuyant sur des explications d'expérience. Alors, tout d'abord, où se déroule la photosynthèse? Alors, vous avez à l'écran, j'espère que vous avez tous reconnu, une photographie au microscope électronique à transmission d'un chloroplaste. Alors, comment on reconnaît que c'est un chloroplaste pour ceux qui n'ont pas reconnu? C'est, en fait, vous voyez à l'intérieur des sacs aplatis, là, qui sont les thylakoïdes, hein, donc c'est typique des chloroplastes, il y a la double membrane, donc voilà. Alors, il y a deux phases dans la photosynthèse. Il y a la phase photochimique qui se déroule dans les thylakoïdes, hein, ces fameux sacs aplatis. Et il y a la phase chimique qui se déroule dans le liquide interne du chloroplaste qui s'appelle le stroma. Alors, commençons l'explication par la phase photochimique. Donc, la phase photochimique de la photosynthèse va permettre de produire ATP et RH2, et ce, grâce à l'énergie lumineuse. Et ces composés ATP et RH2 vont ensuite être utilisés par la phase chimique. Alors, première expérience qu'on va analyser, c'est l'expérience de Ruben et Kamen qui a été faite en 1941, qui a permis de comprendre d'où venait le dioxygène dégagé lors de la photosynthèse. La photosynthèse permet d'absorber du CO2 et de relâcher de l'O2, et la question c'était d'où venait ce dioxygène. Alors, dans la photosynthèse, je vous rappelle que c'est CO2 plus H2O qui vont donner O2. Et donc la question, c'est que dans O2, c'est l'atome d'oxygène. Il pourrait très bien venir du CO2, puisque CO2 contient de l'oxygène. Le dioxyde de carbone contient l'atome d'oxygène. Mais pourrait aussi venir de l'eau. La formule de l'eau, c'est H2O. Il y a aussi l'atome d'oxygène dedans. Donc la question, c'était le dioxygène vient-il du CO2 ou de l'eau? Alors pour ça, ils ont utilisé des isotopes particuliers de l'atome d'oxygène, qu'est l'isotope 18. Normalement, l'atome le plus commun de l'oxygène, c'est l'isotope 16. Mais il existe aussi donc des isotopes plus lourds, l'oxygène 18 qui est rare, mais ce qu'ils ont fait pour déterminer si c'était le dioxygène venait de l'eau ou du dioxyde de carbone, ils ont fait une suspension donc de chlorelle, donc des algues unicellulaires. Donc ils ont mis des algues unicellulaires dans un milieu qui contenait 0,85% d'eau contenant l'isotope lourd de l'oxygène, donc l'isotope 18. Et le dioxyde de carbone contenait 0,20%, c'est-à-dire la teneur moyenne. En fait, ils ont enrichi l'eau en isotope lourd de l'oxygène. Ça fait une sorte de marquage, ça permet de suivre le devenir d'une molécule. Donc là, l'eau est marquée avec l'isotope 18. Il y en a 0,85% d'eau qui contient l'atome O18. Alors, ça, c'est le premier milieu, et ils ont réalisé un deuxième milieu, une suspension B, qui, elle, contenait de l'eau normale, qui contient naturellement 0,20% d'eau contenant l'isotope 18, mais ils ont enrichi le dioxyde de carbone du milieu en isotope 18. Donc là, c'est le dioxyde de carbone qui est marqué par l'isotope 18. Donc les milieux ont été au départ avec cette composition-là, et les résultats ont été les suivants. On a analysé le dioxygène produit, et dans le cas de la suspension A, on avait 0,84% de dioxygène produit qui contenait l'isotope 18, donc similaire à l'eau, les proportions étant identiques, on voit bien que le dioxygène produit vient de la molécule d'eau. Et comme on a pu l'observer, c'est grâce au marquage par l'isotope lourd. Et dans la suspension B, où c'était le dioxyde de carbone qui était marqué par l'atome 18 d'oxygène, on ne le retrouve pas dans le dioxygène produit. Donc le dioxygène produit contient toujours la même quantité que la molécule d'eau. Donc qu'est-ce qu'on a pu déduire? Que le dioxygène dégagé lors de la photosynthèse provient de la molécule d'eau et non de la molécule de CO2. Et en effet, parce que si on marque dans les équations là en rouge l'atome d'oxygène, donc dans la suspension A, on a réécrit l'équation de la photosynthèse là, CO2 plus H2O donne du glucose plus du dioxygène. Donc là, c'est la molécule d'eau qu'on a marquée avec l'isotope lourd d'oxygène, et on voit qu'elle se retrouve dans le dioxygène dégagé. Alors que dans la suspension B, on marque l'atome d'oxygène de la molécule de CO2 et ça se retrouve dans le glucose et non pas dans le dioxygène dégagé. Donc le dioxygène vient de la molécule d'eau. Ensuite, autre expérience qu'on va analyser, c'est sa fameuse réaction de Hill, qui est en fait une étude de la phase photochimique.
Alors, dans cette réaction très connue, il faut savoir qu'on a travaillé sur du broyat de chloroplastes. Autrement dit, on a éclaté les chloroplastes et on a récupéré que les thylakoïdes. Alors faites très attention parce que ça va avoir une petite subtilité. Quand vous allez décrire les réactions, vous ne pouvez pas dire la photosynthèse se déroule. Hein, c'est pas une photosynthèse puisqu'on a broyé le chloroplaste. On n'est que sur des thylakoïdes. Hein, donc on voit quoi? On voit une mesure du taux de dioxygène en fonction du temps. Et sur le graphique du bas, vous avez la quantité de lumière en fonction du temps. Donc on voit que dans la première partie, première minute de l'expérience, les thylakoïdes sont mis à l'obscurité. Ensuite, pendant le milieu de l'expérience, ils sont mis à la lumière. Et à la fin, on remet l'obscurité. Et au milieu de la phase de lumière, on injecte un accepteur d'électrons. Et on voit que le seul moment où il y a dégagement de dioxygène, c'est-à-dire que la phase photochimique se déroule, je dis bien, c'est bien la phase photochimique qui se déroule, hein, pas la photosynthèse, je vous rappelle, on a broyé le chloroplaste. Et bien la seule façon d'avoir dégagement de dioxygène, et donc d'avoir une phase photochimique qui se déroule, c'est d'avoir à la fois la lumière et l'accepteur d'électrons. Parce qu'on voit ici, il y a de la lumière, mais il n'y a pas l'accepteur d'électrons, et la phase photochimique ne se déroule pas, hein, il y a le taux d'O2 qui baisse. Quand on éteint la lumière, alors qu'il y a encore l'accepteur d'électrons, on voit aussi le taux de dioxygène qui diminue. Donc le seul moment où le taux de dioxygène augmente, c'est quand il y a lumière et accepteur d'électrons. Donc cette expérience vous prouve que l'oxydation de l'eau en dioxygène, hein, on a vu tout à l'heure que le dioxygène venait de l'eau, hein, donc l'oxydation de l'eau, nécessite à la fois les composés R, donc c'est-à-dire l'accepteur d'électrons, et de la lumière. C'est-à-dire que l'eau va s'oxyder en dioxygène, hein, donc ça c'est une réaction d'oxydation, uniquement, hein, seulement s'il y a un composé R qui est là, donc un accepteur d'électrons, qui va être lui réduit. Donc c'est une oxydoréduction. Alors ces équations-là ne sont pas équilibrées, on va voir par la suite comment les équilibrer. Alors les trois réactions de la phase photochimique qui se déroulent dans le thylakoïde. Vous avez, on a dit, l'oxydation de l'eau. C'est ce qu'on a prouvé avec l'expérience de Ruben et Kamen. L'eau va être réduit en dioxygène. Hein. Le dioxygène vient de l'eau. Donc c'est une oxydation. L'eau va être oxydée en dioxygène et ça libère des protons et des électrons. Hein, un dégagement d'électrons, on a bien une oxydation. Alors, petite remarque, c'est que le dioxygène, dans la photosynthèse, c'est un déchet. Hein. C'est pas le but de la photosynthèse que de faire du dioxygène. La plante, elle le rejette, donc c'est un déchet pour elle. Hein. Voilà, c'était une petite parenthèse. Hein, parce qu'on voit souvent des élèves qui disent que le but de la photosynthèse, c'est de faire du dioxygène. Ben, si c'était le but, la plante, elle ne rejetterait pas le dioxygène. Hein. Bref, parenthèse fermée. Donc, oxydation de l'eau, première réaction qui se déroule dans le thylakoïde. Deuxième réaction qui est couplée à la première, c'est une réduction des coenzymes R, qui sont au départ oxydés, qui vont donc se réduire en captant les électrons et les protons venant de l'oxydation de l'eau. Donc les 4 protons et les 4 électrons qui sont libérés par l'oxydation de l'eau vont être captés par le coenzyme R qui est à l'état oxydé pour qu'il soit réduit. Donc on a une réduction de R en RH2. Donc ces deux réactions-là ont lieu dans les thylakoïdes. Et la troisième réaction, c'est la formation d'ATP. Hein, tout ça permet de former de l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, donc 3 phosphates, à partir d'ADP, donc adénosine diphosphate, donc qui contient 2 phosphates, et d'un phosphate qui est tout seul, qu'on appelle un phosphate inorganique. La réaction, c'est ADP plus PI donne ATP. Hein, sur le schéma, vous voyez bien que l'ADP, c'est ça, donc il y a 2 groupements phosphates, va s'attacher à un phosphate tout seul qu'on appelle le phosphate inorganique, pour former de l'ATP, donc à 3 phosphates, triphosphates. Voilà, donc cette réaction a lieu en même temps que les deux autres, et les deux autres sont couplées, c'est une oxydation et une réduction qui ont lieu ensemble, qu'on appelle donc du coup une oxydoréduction, dont le bilan est celui-ci. Hein, si vous voulez faire la somme de ces deux réactions, vous tombez sur ce bilan, on élimine les 4 protons et les 4 électrons, puisqu'ils se retrouvent des deux côtés. Hein, c'est donc une oxydoréduction. Ensuite, on va faire un schéma. Donc sur ce schéma, c'est un chloroplaste. Hein. Donc si on légende, vous avez la membrane des thylakoïdes et l'intérieur du thylakoïde. Pour les curieux, ça s'appelle le lumen. Ensuite, vous savez l'intérieur du thylakoïde, l'intérieur du chloroplaste qu'on appelle le stroma. Et les deux membranes du chloroplaste, membrane interne, membrane externe.
Et puis, ce qui est autour, c'est le cytoplasme. On est à l'intérieur d'une cellule, je vous rappelle. Donc, la phase qu'on va d'abord étudier, c'est donc la phase photochimique. Et donc, on a dit, ça commence par une oxydation de l'eau. Donc, la molécule d'eau est oxydée en dioxygène. Ça va se faire grâce à des pigments et des protéines qui sont dans la membrane du thylakoïde, qui sont symbolisés par les petits ronds. Et donc, H2O qui devient dioxygène, ça libère des électrons, des protons, qui vont donc être transportés par cette chaîne de transporteurs d'électrons. Donc les électrons passent de proche en proche, en réalité, il y a plein de réactions intermédiaires, mais bon, voilà. Donc ces électrons sont dégagés par l'oxydation de l'eau, et ces protons aussi. Les protons restent dans l'intérieur du thylakoïde, mais ça c'est un détail. Bref, retenez que électrons et protons sont dégagés par l'oxydation de l'eau. Et ils vont être récupérés par le composé R, le coenzyme R, qui va donc être réduit en RH2. Alors, les protons étant à l'intérieur du thylakoïde, en réalité, ils vont devoir sortir par une protéine qu'on appelle l'ATP synthase, qui est enchâssée également dans la membrane du thylakoïde, et vont se rejoindre au composé R pour être réduits. Bon, ça, c'est un petit détail qui peut être intéressant pour ceux, voilà. Mais si vous l'oubliez, c'est pas très grave. Pour des TSSP, bien évidemment. Donc, ce passage des protons à travers l'ATP synthase va dégager suffisamment d'énergie pour former de l'ATP. Donc, ADP plus PI vont être transformés en ATP grâce à cette ATP synthase. Alors, ça, c'est l'ensemble de ces réactions qui se déroulent grâce à l'énergie lumineuse, la lumière étant captée par les pigments qui sont dans cette chaîne de transporteurs d'électrons. Et c'est ce qu'on appelle la phase photochimique. Alors maintenant, deuxième partie de la photosynthèse, c'est la phase chimique qui a donc lieu, on a dit, dans le stroma et qui permet d'assimiler du CO2. On peut dire aussi incorporer le CO2. C'est-à-dire quoi? C'est transformer le CO2 en glucose. Alors, quel est l'intérêt de cette expérience-là? L'expérience de Gaffron, en 1951, a été faite également sur des chlorelles, donc des algues photosynthétiques, qu'on a cultivées dans un milieu contenant du CO2, alors généralement du CO2 radioactif pour pouvoir le tracer, et on mesurait la quantité de CO2 qui était incorporée par la plante en fonction du temps. À la lumière, c'était stable. Quand on éteint, la quantité de CO2 incorporée décroît, mais elle décroît lentement. Il y a encore du CO2 qui est incorporé malgré l'obscurité. Et ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas directement besoin de lumière pour transformer du CO2 en glucose, puisque ça peut continuer un petit peu à l'obscurité. Alors, il y a besoin de choses, c'est pour ça qui sont produites à la lumière, c'est pour ça que ça s'arrête assez vite à l'obscurité, mais ça peut continuer un petit peu, pendant une vingtaine de secondes à l'obscurité, et c'est suffisant pour montrer donc que la phase chimique n'exige pas directement de la lumière. Alors, la phase chimique a été étudiée en particulier par Kelvin et Benson. Alors, leur processus d'analyse a été de cultiver des chlorelles dans un flacon éclairé. Donc ça, c'est le dispositif qu'ils ont utilisé. Voici le même en schéma. Donc ces chlorelles étaient cultivées dans un milieu où on pouvait contrôler la quantité de CO2, de dioxygène, voilà. Et régulièrement, grâce à une pompe, on pouvait faire descendre des chlorelles et injecter, grâce à une seringue à différents niveaux, du CO2 contenant non pas l'isotope classique du carbone qui est le 12, mais un isotope du carbone qui est le carbone 14, qui est un isotope radioactif. Alors là encore, l'intérêt d'utiliser des isotopes, c'est de pouvoir tracer la molécule. Donc là, on trace le devenir du carbone. Et donc, on contrôle grâce à ces seringues qu'on peut injecter à différents niveaux et grâce à la pompe dont on peut contrôler le débit, on peut injecter en fait du CO2 radioactif à différents moments. Et les chlorelles sont plongées dans un bain d'alcool bouillant qui les tue instantanément. Donc, on peut injecter du CO2 radioactif 5 secondes avant la mort des chlorelles, ou 10 secondes, ou 30 secondes avant la mort des chlorelles. Et c'est ce qu'on a réalisé, et on récupère ce qu'elles ont produit de radioactif. Donc, c'est-à-dire produit à partir du CO2.
Et donc, quand on récupère, on fait une chromatographie de ce que la chlorelle a produit. Et la tache qui va apparaître, c'est une tache de radioactivité. Donc, c'est la preuve que la molécule est radioactive. Et donc, qu'elle a été formée à partir du CO2 radioactif. Et donc, quand l'injection de CO2 radioactif s'est faite 2 secondes avant la mort des chlorelles, on a une seule molécule qui est radioactive, qui se forme, c'est de l'APG. Autrement dit, le CO2 va être transformé en APG. L'APG est la première molécule formée à partir du CO2. Donc, quand la plante assimile le CO2, elle transforme le CO2 en APG. On a fait la même chose et on a récolté les molécules 5 secondes après, et on voit qu'il y a d'autres molécules qui se forment. 30 secondes après, il y en a encore plus de molécules formées. Et ce qui est intéressant sur les molécules formées 30 secondes après l'injection radioactive de CO2 radioactif, c'est qu'on voit qu'il y a une grande diversité de molécules. Il y a du saccharose, c'est-à-dire, autrement dit, il y a du sucre. Il y a glycine, sérine, alanine, autrement dit, il y a des acides aminés, donc constituant des protéines. Et donc, on voit que pour une plante, la photosynthèse, c'est la base d'intégration de toutes ces molécules organiques. Alors, plein d'expériences ont permis à Kelvin de proposer les réactions d'incorporation du CO2 sous le fameux cycle de Kelvin. Donc, le CO2 va se fixer au ribulose bisphosphate, qui est donc un composé en 5 atomes de carbone 2 phosphate, d'où le nom de C5, 5 carbone 2 phosphate, P2. Donc, va se fixer au C5P2 pour former du PGA. On a vu tout à l'heure que la première molécule formée était du PGA. APG ou PGA, c'est pareil. Donc, c'est un composé à 3 atomes de carbone, 1 phosphate. Et il y a toute une série de réactions, donc vous n'avez pas forcément à connaître, qui est appelée le cycle, parce que ça permet de régénérer le C5P2. Et à un moment donné, il y a un triose phosphate qui va échapper à ce cycle et qui va être la base de la synthèse des glucides, donc du glucose C6H12O6. Donc on voit bien que pour former du C6H12O6, il faut 6 fois ce cycle. Parce que ce qui est incorporé dans le cycle, c'est un atome de carbone pour la molécule de CO2. Donc si on va avoir C6, dans le glucose, il y a 6 atomes de carbone, il faut 6 fois ce cycle-là. Et on voit aussi que pour que ce cycle se déroule, il faut consommer de l'ATP et consommer du RH2. Or, ce sont les molécules qui ont été formées pendant la phase photochimique. Donc on voit que la phase photochimique est nécessaire au bon déroulement de la phase chimique. Alors, petit exemple de document expérimental que vous pouvez avoir sur ce cycle de Kelvin. Donc là, vous avez le cycle en référence qu'on vient d'étudier. Et l'expérience qui a été faite, c'est on a cultivé des chlorelles en présence de CO2 radioactif, donc, dont le carbone est radioactif, ce qui nous permet de suivre le devenir du carbone, à la lumière, puis à l'obscurité. Et on voit que pendant la lumière, la quantité de APG, ou PGA, la quantité est stable, comme celle de rubylose bisphosphate. Pourquoi stable ? Si vous faites référence au cycle, c'est parce qu'il y a autant de RUBP consommés, par la fixation du CO2, que de RUBP régénérés. Donc le taux de RUBP est stable. Pareil pour PGA, vu que le cycle se déroule très bien avec la lumière, vous avez du coup le PGA qui est consommé, mais qui est aussitôt régénéré par le cycle, donc la quantité est stable. Et tout ça va permettre de produire progressivement du glucose. Quand on va éteindre, on voit que le glucose continue un peu à être produit, que le taux de PGA augmente et que celui de RUBP va diminuer. Alors pourquoi ? Parce que en fait, quand vous allez éteindre la lumière, vous allez arrêter la phase photochimique. Et donc vous allez arrêter la production d'ATP et vous allez arrêter la production de RH2. Et donc si ATP et RH2 ne sont plus produits, vous avez cette réaction-là qui peut très bien se produire, c'est-à-dire le C5P2 peut fixer le CO2 et se transformer en PGA, mais on ne peut pas régénérer le ribulose bisphosphate. Et donc le PGA s'accumule, le taux augmente, et le C5P2, le RUBP, lui au contraire est consommé, et donc son taux diminue. Et ça permet pendant un certain temps de continuer à former du glucose, mais très vite, le cycle de Kelvin s'arrête, et du coup, on ne peut plus former de glucose.
Alors ça, reprenons le schéma, qui est la phase finale de notre diaporama. Vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la phase photochimique, qui donc est un couplage photochimique, hein, de la lumière permet des réactions chimiques. Et maintenant, voyons la phase chimique. Donc, le fameux cycle de Kelvin. Vous avez du CO2 qui rentre dans le chloroplaste. Ce CO2 va se combiner au C5P2 pour former un C3P, le PGA, qui va passer par tout un tas de composés intermédiaires, hein, dont le phosphoglycéraldéhyde, qui est un C3P, c'est un triose phosphate. Bref, il y a un C3P qui va sortir du cycle de Kelvin pour permettre de former du glucose. Et pour que ce cycle de Kelvin se déroule bien, il faut que le RH2 soit oxydé en R, donc ça permet de régénérer les composés R pour que la phase photochimique se déroule bien d'ailleurs. Et il faut aussi consommer de l'ATP, qui va fournir l'énergie nécessaire à ces réactions, et donc consommer l'ATP, le dégrader en ADP plus PI. Et donc on voit bien que là, il y a un couplage entre les phases photochimiques et la phase chimique. Donc ça, c'est la phase chimique qui permet un couplage chimio-chimique. Hein, des réactions chimiques permettent d'autres réactions chimiques. Alors en bilan, on a donc C6CO2 plus 12H2O donne du glucose, C6H12O6, du dioxygène et de l'eau. Alors vous allez me dire pourquoi on ne simplifie pas, hein, en mettant 6H2O. Eh bien parce que la molécule d'eau, c'est elle qui doit donner le dioxygène. Et donc si vous voulez avoir 12 atomes d'oxygène de ce côté-là, il faut bien qu'ils viennent de la molécule d'eau.